On va essayer de vous donner un point de vue plutôt de la base du terrain et effectivement vous parler de nos pratiques de réhabilitation sur les centres, soit de structures de niveau 1, soit sur les structures plus type CMP et hôpitaux de jour. Alors, on nous a donné un cahier des charges qui était un petit peu complexe, j'ai trouvé, à réfléchir, c'est-à-dire quelle était finalement la conviction qu'on avait, nous, du rétablissement. Alors, quand on est médecin, on a une conviction qui est j'ai envie de dire livrique, hein, c'est-à-dire que livresque, voilà, c'est que du coup, oui, j'avais des définitions qui me sont venues à l'esprit, qui étaient les définitions que vous avez entendues tout à l'heure. Alors, pour réussir à trouver quelque chose d'un petit peu plus original, il a fallu que je me creuse un petit peu la tête. Donc pour moi, effectivement, si je voulais vous donner une définition un peu plus originale de ce qu'est le rétablissement pour moi, eh ben c'est une surprise. C'est accepter de se laisser surprendre dans la prise en charge du patient et c'est accepter d'accompagner cette découverte et cette surprise. Voilà, finalement, qu'est-ce qui pour moi représente le rétablissement si on n'est pas effectivement dans quelque chose d'extrêmement théorique. Alors, effectivement, pourquoi se laisser surprendre ? Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, le rétablissement, il intègre le fait que la personne, alors qui souffre de schizophrénie ou d'autres pathologies, elle va d'abord devoir se rétablir de ses symptômes, mais va devoir travailler avec toutes les conséquences sociales négatives qui sont liées aux représentations stéréotypées de la maladie mentale. Et ce point-là, je pense, on le verra un petit peu au fil de ma présentation, est assez central, effectivement, dans cette question du rétablissement quand on est sur le terrain. Alors, du coup, du côté des professionnels, qu'est-ce que va impliquer le rétablissement ? Pour moi, c'est une certaine quand même lutte contre nos préjugés, notre expérience médicale. C'est aussi passer outre et se dire qu'il existe peut-être une indépendance entre le devenir de la personne et l'évolution de la maladie. Ça, c'est pas évident quand on est effectivement un professionnel de santé, quand on est formé effectivement à traiter une maladie, se dire que ce qu'on va mettre en place comme traitement pour traiter les symptômes, c'est pas forcément le déterminant qui va être le seul et le plus important pour l'évolution de la personne, c'est un paradigme qui est différent, c'est un changement de point de vue. C'est adopter un regard optimiste, et on verra que effectivement, c'est pas toujours simple quand on travaille dans les unités d'hospitalisation. C'est travailler à un vrai partenariat avec le patient, donc c'est aussi un positionnement qui est différent et qui n'est pas du tout un positionnement qu'on apprend dans les études médicales. Dans les études médicales, on apprend effectivement la théorie médicale, le sachant, l'apprenant, et effectivement cette dimension-là est une vraie dimension novatrice. On la voit émerger et on voit qu'effectivement elle est portée de plus en plus par tout ce qui est le concept d'éducation thérapeutique qui est extrêmement développé et qui remet un petit peu en cause cette question de apprenant-appreneur et qui crée vraiment ce vrai partenariat. Et puis c'est un travail de confiance, parce que pour se faire surprendre, il faut avoir confiance en les possibilités de surprise de la personne. Et puis du côté de la personne, le rétablissement, c'est, on l'a vu, une réappropriation de son existence, c'est se reconnaître dans une vie différente mais satisfaisante. Et c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est pas forcément un dépassement de soi. Alors je vous ai mis ce terme parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais aux assises de Messidor et on avait effectivement une des personnes interviewées, un travailleur de Messidor qui parlait effectivement du rétablissement et qui à un moment a dit une phrase qui m'a frappée. Il a dit, il faut arrêter de nous dire, il faut vous dépasser. Déjà me retrouver, ça serait déjà bien. Et du coup, voilà. Donc voilà, donc il y avait vraiment cette idée effectivement de laisser la personne aller à son rythme et de la laisser aller aussi jusqu'à où elle veut aller et de pas effectivement pousser aussi à vouloir absolument le rétablissement comme étant l'accomplissement, le travail, la vie autonome, etc. C'est se retrouver et se satisfaire d'une vie qui soit différente mais qui convienne à la personne. Alors, du coup, on n'a pas du tout d'action chez Patricia Digan, je suis désolée, mais ça fait la 4e fois que vous le voyez. Mais pourquoi on met cette définition ? Parce qu'effectivement, je pense que c'est celle qui nous parle, et c'est celle qui, pour moi, est extrêmement importante parce qu'elle fait preuve d'une résilience qui est extrêmement impressionnante. Et en tant qu'effectivement professionnel, on ne peut qu'admirer effectivement cette prise en charge, cette conscience et puis tout ce qu'elle peut mettre en place dans cette perspective-là. Alors du coup, ça c'était ma conviction sur le rétablissement, pour vous parler un petit peu de comment on met ça en pratique, en tout cas sur les services dont je m'occupe sur le centre hospitalier Annecy-Genevois. Donc je travaille du coup sur Annecy, qui est un hôpital qui est en fusion avec l'hôpital de Saint-Julien en Genevois, donc Annecy-Genevois. Et sur ce service, je suis responsable d'un pompeux service qui s'appelle l'unité de réhabilitation psychosociale, qui quand je suis arrivée il y a 4 ans, on comprenait moi-même. Voilà, donc on a un petit peu étoffé les choses. Et du coup, on
a actuellement 4 unités qui dépendent de cette URPS. Donc l'AFT, l'accueil familial thérapeutique, un SAMSA, un service d'accompagnement médico-social, donc travaillé en partenariat avec une association locale d'Annecy, des soins résidentiels et un centre de réhabilitation psychosociale des Glières de niveau 1 qui vient d'ouvrir au 5 septembre 2016. Dont on est très fiers, et en parallèle, effectivement, l'ouverture également des soins résidentiels. Donc, à travers, effectivement, ces services, on verra comment on peut développer de la réhabilitation et quel sens ça peut avoir, et comment on peut travailler sur le rétablissement. Et puis, du coup, en parallèle de ces services, on a également mis en place on va dire une délégation du réseau REPSI dont le docteur Dubreuil vous a parlé, donc un réseau de partenaires qui a pour objectif de mettre en commun des situations et de partager les expériences communes, de partager les problématiques des établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires pour avoir effectivement une prise en charge plus cohérente et qu'on ne se renvoie pas la balle sur certaines situations. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui s'est mis en place également et qui était très attendu sur la Haute-Savoie par le secteur médico-social et qui fonctionne très très bien. Et puis du coup, on va à travers tous ces services et ce lien avec les partenaires, travailler aux différentes étapes du rétablissement et travailler aussi aux histoires de vie singulières de chaque patient. Alors du coup, pour travailler sur le rétablissement, on a fait le choix sur l'URPS d'avoir un angle d'attaque qui est celui du logement. Alors ça pourrait être le travail, ça pourrait être autre chose, mais on va travailler avec le support du logement en créant à travers les différents services des espaces d'essai, des espaces de mise en situation avec des gradients d'étayage qui vont être différents, donc des gradients d'accompagnement vers l'autonomie qui vont être différents. Alors, le niveau d'étayage le plus fort que l'on peut avoir sur les services, c'est l'accueil familial thérapeutique. Donc c'est effectivement une prise en charge qui est une alternative à l'hospitalisation, hein. C'est-à-dire qu'effectivement ce sont des familles qui sont rémunérées par l'hôpital, qui ne sont pas des professionnels de la santé et qui accueillent des personnes relativement stabilisées, mais en phase plutôt de chronicisation, qui ont du mal effectivement à reprendre leur autonomie. Et du coup, dans un cadre bienveillant qui va être adapté au rythme de la personne, on va pouvoir mettre en place tout un processus lent de rétablissement avec le regard décalé de la famille qui ne va pas du tout effectivement avoir le même angle de vue que le professionnel, que le soignant, que le secteur médico-social, sans filtre avec les symptômes, sans interprétation de ces symptômes, et ça je pense que c'est aussi très important, et qui du coup va permettre à la personne progressivement de retrouver une place au sein de la famille, une place, un rôle, au sein souvent d'un petit microcosme qui est effectivement le quartier ou effectivement les associations dans lesquelles la famille participe, etc. Et du coup, on voit effectivement sur plusieurs années, ce sont des processus qui sont très lents, on voit les personnes se redynamiser, reprendre du plaisir à faire des choses, retrouver une place. Et ça, je pense que c'est déjà une première étape du rétablissement qui, du coup, se fait complètement en dehors du milieu soignant. Au SAMSA, donc le service d'accueil médico-social, service donc de suivi au domicile, on est sur un degré de travail sur l'autonomie et de rétablissement un petit peu supérieur, si je peux me permettre cette expression, avec effectivement un travail qui se fait exclusivement dans le logement des personnes. Donc ce sont des personnes qui sont accueillies, qui ont un logement ou qui sont en passe d'en avoir un, et pour lequel effectivement l'équipe éducative, infirmière, assistante sociale va se rendre au domicile extrêmement fréquemment, voire une fois par jour ou plusieurs fois par jour quand c'est nécessaire, pour soutenir tous les actes de la vie quotidienne, la constitution effectivement de sa liste de courses, les courses, le ménage, le fait de sortir de chez soi, et puis progressivement le travail autour de l'autonomisation, sur les activités, sur un choix effectivement de pouvoir retrouver un petit peu des activités qui font sens, qui permettent à la personne d'avoir effectivement de plus en plus d'autonomie dans son fonctionnement. Et puis du coup, on va travailler autour du bien-être au domicile, de la socialisation et un travail qui va être fait autour effectivement du lien familial ou du lien amical plus généralement pour aider les personnes également à se replacer dans un centre bienveillant, familial et affectif. Alors ensuite, on a une étape un peu nouvelle du coup sur le centre hospitalier d'Annecy, qui sont les soins résidentiels, où là on est sur une dimension un petit peu moins accompagnée, on va dire, que le SAMSA, avec pour le coup des appartements qui sont des appartements collectifs, des appartements associatifs qui sont détachés de l'hôpital, qui sont portés du coup par Santé Mentale France, l'ex-Croix-Marine, du coup qui effectivement nous permet de bénéficier d'appartements, de logements
collectifs à des prix raisonnables et qui nous permettent, on a 18 places, de proposer des solutions d'hébergement pour des personnes qui sont hospitalisées ou des personnes qui sont au domicile parental ou qui sont des fois sans domicile et qui ont besoin effectivement d'une expérience sécurisante d'autonomie. Et on leur propose voilà, un bail en sous-location avec effectivement un accompagnement de l'équipe des soins résidentiels qui est une équipe infirmière et qui va aider ces personnes premièrement, effectivement, à s'adapter dans une vie autonome dans un logement, à effectivement travailler à la socialisation par le biais, par exemple, de la colocation, et puis également à envisager des projets plus personnalisés dans la suite. Donc, c'est des parcours qui durent entre 1 an et 3 ans en fonction des besoins des personnes, mais qui permettent effectivement à la personne de se tester dans son autonomie, d'évaluer effectivement quels sont les points forts et puis les difficultés, et puis après, effectivement, de travailler à mettre en place tout ce qui pourrait être nécessaire pour soutenir effectivement ce projet d'autonomie. Et donc, dans la question du rétablissement, on est vraiment effectivement là au cœur de cette problématique parce que c'est la personne qui découvre un petit peu elle-même ses points forts, ses faiblesses et qui après va pouvoir évoluer de la façon dont elle souhaite évoluer. Et on n'est pas effectivement dans un carcan où on dit vous n'êtes pas capable d'être autonome, où on a évalué et puis c'est pas possible. On est sur un principe, et ça c'est un principe qui est fort sur les soins résidentiels, un principe d'essai. On se disait, voilà, on essaye, on se laisse découvrir, on se laisse surprendre, et puis on voit ce que ça donne, et puis on s'adapte, et puis on a une équipe qui est là, qui peut pallier s'il y a besoin, qui peut accompagner s'il y a besoin, qui peut aider effectivement à des projets, qui peut rassurer, ou qui peut effectivement des fois recadrer un petit peu des situations. Voilà, on est vraiment en proximité sur ces soins résidentiels. Et puis en parallèle de tout ça, bien sûr, on a notre centre de réhabilitation des Glières, qui est un centre départemental, alors qu'il a la particularité d'avoir été créé en partenariat sur la Haute-Savoie. C'est un partenariat entre l'hôpital d'Annecy et puis l'hôpital de La Roche-sur-Foron, qui chacun a joué le jeu en mettant un petit peu sur la table quelques billes, médecins, infirmières et puis neuropsychologues. Et du coup, on a pu ouvrir ce petit centre de réhabilitation qui a été labellisé niveau 1, qui dépend du C3R de Grenoble et donc du docteur Dubreuc qui nous a beaucoup aidé dans la constitution et puis qui du coup est en référence avec les établissements du professeur Nicolas Franck. Et du coup, on propose, pour l'instant, alors c'est tout jeune, on vient d'ouvrir, ça date de 5 septembre, après avoir fait office de déménageur et de monteur de meubles, on a enfin pu mettre en place les outils d'évaluation. Donc on est en phase effectivement de recrutement et d'évaluation. Et l'objectif, c'est de pouvoir proposer ensuite des actions de réhabilitation ciblées sur le département. On a un objectif ambitieux qui serait effectivement aussi de pouvoir ensuite former les hôpitaux de jour et les CMP sur le département pour pouvoir transférer aussi des compétences. Mais là, pour l'instant, on est techniquement 2,5 équivalents temps plein pour l'ensemble du département. Donc, on va voir ce qu'on peut faire, mais on est très motivés. Et donc, voilà, on va essayer effectivement, comme tout établissement de réhabilitation, de travailler sur les freins au rétablissement, sur la découverte des ressources des personnes. Et on va pouvoir s'appuyer, je l'espère, sur du coup les autres services type soins résidentiels, type AFT ou SAMSA pour pouvoir poursuivre les objectifs qu'on aura pu soulever sur le centre de réhabilitation. Et puis, en parallèle de ça, on ne peut pas faire, je pense, un travail de réhabilitation sans travailler en partenariat, main dans la main, avec les familles. Alors, les familles qui nous apportent un troisième regard, j'ai envie de dire. Il y a le regard soignant, il y a le regard de la personne, et puis il y a ce troisième regard des familles. C'est un travail qui est extrêmement passionnant, qui est aussi, je peux me permettre de le dire devant une assemblée d'une femme, épuisant. Parce qu'on est toujours sur un équilibre à trouver, un perpétuel ajustement entre nous. Et ça, je pense qu'effectivement, ça contribue grandement au rétablissement parce que chacun doit lâcher un petit peu de ses convictions et du coup, relaisser une place plus importante à la personne. Donc je trouve qu'effectivement, on ne peut pas faire de la réhabilitation ou travailler sur le rétablissement sans avoir effectivement ce triple regard et sans avoir cette association pour se laisser surprendre. Alors, et puis en parallèle, ça du coup j'en ai déjà parlé, on a mis en place ce travail de partenariat au niveau du réseau, donc le réseau 74, le REFSI 74, qui est un espace d'échange, d'interconnaissance et de compréhension des enjeux de chacun pour mieux pouvoir répondre aux besoins de la personne. Et du coup, sur le réseau REPSI en général, on a effectivement des professionnels également de tous bords et puis des membres de l'UNAFAM qui nous accompagnent. Donc du coup, la deuxième question à laquelle il fallait qu'on réponde, nous, c'était de quoi avons-nous besoin ? Alors, je crois que ça a déjà été beaucoup traité de tous les bords. Et puis, on retombe tous, ce qui est plutôt à la fois un petit peu décevant pour moi, parce que je me dis que je ne vais pas du tout être original, mais en même temps très rassurant, parce que du coup, on voit tous la même chose. Mais du côté professionnel, pour moi, je pense qu'il faut qu'on lutte contre nos propres préjugés.
On ne le dit pas assez souvent, mais je crois qu'effectivement, parfois, on peut effectivement avoir des préjugés sur les possibilités de rétablissement de nos patients. On le voyait effectivement dans les études, hein, les chiffres le montrent. Et puis je dirais que quand on a eu une pratique exclusivement intra-hospitalière, on oublie très vite qu'autre chose est possible. Et je le dis en toute connaissance de cause parce que j'ai débuté ma carrière en réhabilitation. J'ai atterri il y a 4 ans dans un service d'hospitalisation et heureusement qu'effectivement j'avais gardé un fort partenariat avec le C3R de Grenoble, avec le professeur Franck, parce que sinon je me serais très très vite, je pense, laissé envahir par le pessimisme. Et du coup, ça aboutit effectivement un petit peu à ce que je voulais dire sur les besoins, c'est qu'effectivement il faut une formation, ça c'est indispensable, on n'est pas formé en tant qu'interne en médecine effectivement à ces concepts-là. Alors la psychiatrie est peut-être sous-enseignée également, et puis mais bon, il y a des choses qui changent, donc ça c'est intéressant. Il y a un exercice varié à promouvoir au niveau effectivement de l'exercice médical pour ne pas se laisser enfermer par ces préjugés. Et puis il y a des actions plus actives contre la stigmatisation à faire. Je pense que là-dessus on n'est pas très bon. Je pense qu'il faut vraiment qu'on le travaille, parce que je terminerai sur un petit exemple qui m'a frappé il y a pas très longtemps. C'était il y a 5-6 jours, un patient qui souffre de schizophrénie, que je suis depuis 4 ans en hospitalisation, avec lequel on a eu des entretiens toujours très cordiaux, mais toujours très compliqués. Il sortait d'entretien en me disant « Docteur, c'est un calvaire de vous voir ». Vous voyez, c'est très... Mais bon, on a toujours réussi. Et puis, on échangeait ensemble sur le fait qu'effectivement, moi, ma lecture médicale, c'était qu'il était malade, qu'il souffrait de schizophrénie. Lui, il en avait une autre qui était la sienne. On a travaillé longtemps, effectivement, à essayer de s'entendre ensemble sur qu'est-ce qu'on pouvait mettre en commun dans ces visions différentes. Et la dernière fois, il a fini par me dire « Docteur, je veux bien entendre que je suis peut-être malade, mais je ne peux pas accepter que je sois schizophrène, parce qu'un schizophrène, c'est quelqu'un de violent, et moi, je ne suis pas violent. » Donc vous voyez, même lui était complètement envahi par ce préjugé-là. Et du coup, ça gêne la vie de la personne, bien sûr, ça c'est primordial, mais ça gêne aussi l'exercice que l'on peut avoir. Parce qu'effectivement, c'était impossible pour lui d'entendre ça. Et même toute la confiance que j'avais pu essayer de travailler avec lui, il ne pouvait pas entendre qu'effectivement, il puisse souffrir de cette maladie qui est tellement mal considérée et qui est tellement galvaudée dans les médias, etc. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu ma petite conviction personnelle. Je pense que voilà, il faut travailler sur cette déstigmatisation. Merci de votre attention. Donc je vais prendre le relais du Dr Roussel. Comme elle l'a évoqué précédemment, je ne vais pas revenir sur les définitions du rétablissement. Je vais vous donner mon point de vue à moi. Et pour essayer de répondre au cahier des charges dont nous avons discuté avec Madame de Martillac, j'ai tenté en fait d'axer mon propos sur mon point de vue à moi en tant que médecin, en tant que praticien au quotidien dans une unité d'hôpital de jour, mais aussi de donner un exemple d'un projet qu'on a longtemps mûri et qu'on a mis en place maintenant depuis quelques mois au centre hospitalier et universitaire à Clermont-Ferrand, autour justement de l'accompagnement vers l'emploi des personnes souffrant de schizophrénie et de la difficulté qui a été évoquée ce matin de l'articulation entre le sanitaire, le social, le médico-social et puis le monde de l'entreprise en ce qui concerne ce projet. Voilà. Alors, pour répondre au cahier des charges, j'ai axé mon propos en plusieurs étapes. D'abord, qu'est-ce que c'était, de mon point de vue, le rétablissement ? Un exemple donc de pratique autour du rétablissement, et puis les enjeux et les obstacles auxquels on peut se heurter dans le quotidien, dans cette pratique, en tant que soignant, mais aussi en tant que porteur de projet, et comment essayer de faire en sorte que les choses puissent être mieux réussies. Alors, en théorie, les concepts de rétablissement, ils ont été évoqués à plusieurs reprises. Ce matin, ils sont très larges. Mais effectivement, c'était des soins axés sur un rétablissement qui a été quand même peu répandu. Et c'était à souligner. Plusieurs études le montrent. Mais effectivement, la répartition sur la France qui a été évoquée ce matin rappelle cet aspect-là. Et l'idée force du rétablissement, quand on se penchait sur la littérature, mais aussi quand je m'interrogeais moi sur ma pratique, c'était quand même une remise en cause de l'idée de l'incurabilité en fait, de la schizophrénie, qui était quand même une maladie assez emblématique, malgré des études qui montraient qu'un bon tiers des patients pouvaient se rétablir dans les premières années, et puis ensuite, une grande partie ensuite des patients pouvaient accéder à ce rétablissement dans la suite de leur parcours. Donc en pratique quotidienne, pour moi, c'était reconnaître cette possibilité. Et c'est vrai que par rapport à l'enseignement que j'avais eu, moi, en tant qu'interne en psychiatrie et dans ma formation aussi d'étudiante en médecine, c'était quand même une nouvelle façon de penser les choses et un nouveau regard qu'on pouvait porter effectivement sur ces parcours et sur ces personnes. Donc c'était l'idée effectivement de surmonter la maladie,
d'avoir aussi un certain contrôle et du coup de pouvoir vaincre cette pathologie et d'avoir une vie satisfaisante, riche, pleine. Alors effectivement, on reprend les concepts de Patricia Dingan, mais aussi d'être citoyen à part entière et d'avoir une place dans la société selon différents axes. Donc du coup, on retrouvait les aspects de dimension qui ont été évoqués ce matin, et l'aspect de la rencontre avec ces personnes et l'idée de pouvoir les accompagner, alors dans les dimensions cliniques, dans les dimensions fonctionnelles, dans les dimensions sociales et dans les dimensions citoyennes. Alors il y avait aussi l'aspect physique, Julien Dubreuc en a parlé, et effectivement c'était un élément très important. Alors, ce qui m'avait interrogé dans ce parcours-là et dans ce phénomène de rétablissement, et moi ce qui vraiment m'interpellait en tant que soignant, c'était, on en parlait beaucoup, mais c'était d'abord un phénomène individuel. Il dépendait d'abord de la personne. Il y a des grands concepts, mais il fallait aussi que la personne soit engagée dans ce processus et ça dépendait aussi déjà beaucoup de son engagement à elle et de sa volonté. Et ensuite, un phénomène collectif qui dépendait des structures qui pouvaient l'accompagner et de tout ce qui pouvait être mis en place et d'un phénomène aussi collectif qui impliquait, au-delà de l'aspect médical, un entourage favorisant les relations affectives, la vie familiale, les amis, le soutien qui pouvait être apporté par cet entourage-là, les rôles sociaux, et puis évidemment l'impact que pouvaient avoir les personnes sur la société. Donc, dans ce modèle de soins, il y avait des objectifs qui ont été évoqués précédemment dans la matinée, sur lesquels je ne vais pas revenir, mais du coup, ça permettait de resituer l'action qu'on pouvait avoir, nous, en tant que soignants au quotidien, dans notre pratique. C'était des soins qui étaient proches de la réhabilitation psychosociale, mais qui avaient quand même une distinction, par l'idée que la centralité, dans ces cas-là, n'était pas donnée uniquement au savoir institutionnel. Il y avait aussi une part qui pouvait être impliquée par les patients et une distinction par l'utilisation des compétences des personnes. Et là, on sortait d'un modèle où, effectivement, il y avait l'institution, il y avait le sanitaire, on savait tout et on pouvait avancer. Alors dans cet exemple-là, moi j'avais souhaité en fait vous parler du soutien en emploi, puisqu'il me semblait que le modèle pouvait effectivement représenter et répondre à ces nouveaux enjeux qui étaient de réinsérer la personne dans le monde ordinaire et dans le travail ordinaire, avec des objectifs qui n'étaient plus du tout le travail pour une fonction de ressources thérapeutiques, occupationnelles, comme on avait pu l'avoir dans certains modèles plus anciens et dans certaines expériences plus anciennes. Mais là, on était vraiment dans des objectifs d'inclusion, de réengagement dans la vie active et dans la vie citoyenne en partant du choix de la personne. Et c'est ce qui me semblait être un exemple assez intéressant en termes de rétablissement. Et la personne pouvait participer en tant que citoyenne dans la vie ordinaire. Le point de départ de cette expérimentation, c'était vraiment une réflexion qui a longtemps mûri du fait de la pratique quotidienne en tant que médecin. Moi, je m'occupe d'un hôpital de jour. On n'est pas encore habilité centre de réhabilitation, mais on avait des actions dans ce sens-là. Et très régulièrement, je me heurtais à des patients qui voulaient travailler, qui voulaient être insérés dans le monde du travail, mais dans le milieu ordinaire, et qui se heurtaient à des difficultés, à des parcours souvent chaotiques, longs, pour finalement, parfois, arriver dans des structures qui ne correspondaient pas à leurs attentes, qui ne correspondaient pas à leurs souhaits de travail et dans lesquels ils se sentaient peu valorisés du fait de leur parcours, du fait de leur bagage, mais aussi du fait de leur intérêt qu'ils pouvaient avoir d'un point de vue professionnel. Alors, en se basant sur cette expérience, je me suis intéressée aux modèles théoriques qui existaient et qu'est-ce qui pouvait être proposé en parallèle, et du coup aux stratégies de réinsertion et à la mise en place qui pouvaient être proposées. Alors, c'est des modèles qui ne sont pas récents, qui sont peu développés en France, mais qui existaient en fait depuis les années 70 aux États-Unis et qui se sont d'abord intéressés aux personnes qui souffraient d'une déficience intellectuelle, de handicap physique, et puis ensuite, progressivement, dans les années 90, qui se sont intéressés au handicap psychique. Alors, je vais vous prendre l'exemple d'un programme, en fait, qui est l'illustration de cette expérience qu'on a montrée, en fait, qui est un programme IPS qui permet d'accompagner les personnes vers l'emploi en milieu ordinaire. Alors, le principe, et c'était ça qui m'intéressait parce que c'était vraiment un modèle qui pouvait s'appuyer sur les concepts du rétablissement, c'était que dans ce modèle d'accompagnement vers l'emploi, on s'intéressait à l'accès en milieu ordinaire pour retrouver une place dans la société, pas dans un emploi protégé, dans la société en milieu classique, avec l'idée de zéro exclusion. C'est-à-dire que les personnes qui pouvaient s'engager dans ce type de programme, il n'y avait aucun critère qui les excluait. À partir du moment où ils souhaitaient retravailler, on les accompagnait dans cette démarche. Alors évidemment, il ne fallait pas qu'on soit dans une phase aiguë de la maladie, mais après, il pouvait y avoir différents niveaux de symptômes
qui pouvaient permettre quand même l'accès et l'intégration dans ce programme. On était dans la recherche d'un emploi rapide, ce qui effectivement était un certain grand écart avec parfois des parcours longs et chaotiques pour accéder à l'emploi, parce que par exemple, nous sur Clermont-Ferrand, à partir du moment où les personnes souhaitent travailler, entre le moment où ils en font la demande auprès de la MDPH et qu'ils accèdent ensuite en emploi en milieu protégé, on est dans les 3-4 ans d'attente. Alors forcément, on n'est pas dans quelque chose qui est rapide. Donc là, dans l'idée, c'était vraiment d'accéder très rapidement à l'emploi et d'accompagner les personnes selon leurs préférences et leurs intérêts professionnels individuels. C'est-à-dire qu'on partait du projet de la personne et de ses souhaits. Pour articuler cette mise en place et ce programme, on s'appuyait sur un job coach qu'on a recruté là dans le service depuis maintenant 2 mois et qui a démarré cette expérience et qui est en fait le chef d'orchestre puisqu'elle accompagne, alors pas tout à fait sur le même modèle que le case management, mais en fait on est quand même dans l'accompagnement individualisé, personnalisé et sur du long terme, et qui permettait effectivement, c'était surtout ça l'intérêt, un accompagnement des personnes dans leur projet sans aucune limite de temps. Parce que c'était aussi une des difficultés qu'on rencontrait dans la pratique qu'on avait au quotidien, c'est que les patients en fait, et les personnes partaient d'un dispositif, passaient à un autre, revenaient sur un autre, et au final, parfois avec peu de résultats qui les satisfaisaient. Donc là, on avait quelqu'un qui les accompagnait tout au long de ce parcours, sans aucune limite de temps, même ensuite quand ils accédaient dans l'emploi. Et effectivement, les personnes étaient constamment informées et conseillées aussi sur les prestations vis-à-vis desquelles ils pouvaient avoir accès, parce qu'il y avait une grande crainte des personnes qui pouvaient rentrer dans ce dispositif de perdre éventuellement la hache ou d'avoir une hache fortement amputée, et si ça s'arrêtait, qu'est-ce qu'il en était ? Du fait de la réactivité parfois un peu lente des institutions pour continuer à leur fournir les prestations, ça pouvait effectivement être difficile. Et il y avait un accompagnement de ce point de vue-là aussi. Alors, nous, on s'était appuyé sur un bilan initial qu'on fait au Centre Expert, mais au-delà de ça, on était surtout frappés par la demande des personnes qu'on accueillait et qui nous disaient, dans 70% des cas, qu'ils avaient un intérêt pour une reprise d'une activité professionnelle et la difficulté qu'ils avaient pour accéder. Donc du coup, on s'est appuyé sur initialement ce bilan, la demande du patient, et puis une équipe pluridisciplinaire qui intégrait le job coach, qui participe à toutes les réunions qu'on a, nous, de façon mensuelle, et qui accompagne les personnes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis en association, éventuellement aussi, l'utilisation de stratégies innovantes de type remédiation, qui, effectivement, comme M. Nicolas Franck vous l'a présenté tout à l'heure, favorise cet accès à l'emploi. Alors là, du coup, on a rencontré tous les partenaires. Et on a essayé d'articuler les choses avec les partenaires du sanitaire, du social, du médico-social, mais aussi du monde de l'entreprise qu'on a régulièrement rencontré et qu'on va en fait former sur ce que c'est qu'un trouble psychique, comment accueillir une personne qui souffre d'un trouble psychique dans l'entreprise. Donc le parcours est assez classique, on accueille les personnes, nous, une première fois pour un bilan, effectivement il y a tout un ensemble d'évaluations, on a une restitution de ce bilan, et ensuite, quand les personnes le souhaitent, ils peuvent rentrer dans le dispositif sans aucune limite de temps, avec, à certains moments du parcours, s'ils le souhaitent aussi, des techniques innovantes pour, on va dire, les appuyer par rapport aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Alors, un des enjeux à relever dans ce processus de rétablissement, c'était que l'idée soit adoptée et effectivement qu'elle apporte quelque chose d'indéniable, qu'elle soit compatible avec les stratégies qui existent et qu'on puisse travailler sur les freins. Donc, il y a tout un pan de la littérature qui montre que ce type de technique de réhabilitation et de technique de soutien à l'emploi fonctionne. Alors là, j'avais juste repris une des dernières méta-analyses en fait, qui vient de paraître et qui montrait que ces techniques de soutien à l'emploi étaient plus efficaces, quel que soit le modèle socio-économique et le lieu géographique où ils sont mis en place, et qu'elles sont efficaces dans le temps. Ensuite, on s'est interrogé sur l'articulation avec le sanitaire, avec le monde de l'entreprise, et du coup, on les a rencontrés, on a été les former dans l'entreprise, on a rencontré différents référents handicap des grandes entreprises de Clermont, mais aussi des entreprises de moyenne importance, pour les former aux troubles psychiques, pour les sensibiliser aux troubles psychiques, et l'intérêt qu'ils pouvaient avoir, tant on va dire d'un point de vue professionnel, humain, mais aussi financier, parce qu'il ne faut quand même pas être naïf de ces aspects-là, d'accueillir des personnes souffrant de ce type de difficultés qui étaient motivées et engagées pour travailler. On articule aussi avec les outils du sanitaire, donc sur éventuellement des techniques de résolution de problèmes pour pouvoir
accompagner les personnes dans l'entreprise quand elles peuvent être confrontées à ce type de difficultés, et aussi les techniques de réhabilitation, de remédiation cognitive, qui peuvent permettre, on le sait selon les études, une meilleure adaptation, et qui c'est un facteur prédictif par rapport à des techniques autour de, par exemple, la planification. On a ensuite essayé de travailler sur les freins qui pouvaient être rencontrés par rapport à ces projets-là, et on a rencontré les référents handicap, et on a évalué leurs propres freins, leurs propres attentes, et on leur a proposé effectivement de travailler avec eux sur cette méconnaissance qu'ils pouvaient avoir des troubles psychiques, sur toutes les difficultés qu'ils pouvaient avoir concernant les aides appropriées, et tous les aspects de règles administratives qui pouvaient être soulevés du fait de l'emploi. Et de ce fait, on a recruté une job coach qui venait du monde de l'entreprise et qui connaissait très très bien tous ces dispositifs, toutes les aides dont pouvaient bénéficier les entreprises pour faciliter aussi cette insertion professionnelle. Donc on a essayé de former, d'accompagner avec un interlocuteur privilégié qui reste le même tout au long du parcours, autant pour les personnes que pour les entreprises. On a aussi essayé de travailler autour des préjugés des soignants, parce qu'un des autres freins, et Madame Roussel l'évoquait aussi, en termes de rétablissement, il ne faut pas être naïf, c'est aussi les préjugés des soignants. Et effectivement, l'aspect de la formation reste essentiel concernant ce domaine-là, et aussi concernant la représentation que nous pouvons avoir en tant que soignants sur la capacité des personnes à s'intégrer dans le monde du travail en milieu ouvert. Et quand j'en parlais avec certains de mes confrères, effectivement, j'étais frappée de leur propre réticence à éventuellement penser que des personnes souffrant de schizophrénie pouvaient être intégrées dans le monde du travail. La motivation des usagers, parce que la motivation, elle n'est pas aussi continue, et il peut y avoir des moments où, du fait de sa maladie ou du fait de sa vie, on peut être moins motivé pour le travail. Et il faut aussi reconnaître qu'un certain nombre de personnes ne vont pas être volontaires ou ne vont pas être intéressées pour ce type de structure. Certains vont très bien se retrouver dans des modèles, par exemple des AT, et il faut respecter ce choix. L'idée, c'était vraiment de partir du choix de la personne. Et puis ensuite, on travaillait sur le job coach lui-même, puisqu'il y a beaucoup d'études qui montrent que la réussite de ce type de projet, elle dépend aussi de la personne et de l'idée qu'elle en a, de sa stigmatisation et de la motivation qu'elle peut avoir à accompagner les usagers. Enfin, pour terminer, l'idée aussi était d'avoir un aspect financier et de diffuser ce type de projet. Parce que mine de rien, l'aspect financier reste quand même le nerf de la guerre dans ce type d'expérience. Et il fallait aussi le repérer et d'essayer ensuite de diffuser les expériences pour qu'elles fassent ensuite effectivement effet boule de neige en termes de processus de rétablissement. Donc pour conclure, l'idée qui arrivait en ce qui me concernait, concernant cette proposition de communication autour du rétablissement, c'est que chacun pouvait donner sa propre définition du rétablissement malgré des grandes lignes qui sont dans la littérature, et que c'était aussi un processus très individuel. C'était, en tant que soignant, faire confiance, entreprendre, expérimenter, progresser, parfois par essai et par erreur, mais toujours garder l'espoir. Je vous remercie. Voilà. Bonjour à tous. Je suis Caroline Gianni-Nazi. Je suis une usagère de la psychiatrie et en même temps professionnelle de santé. Donc, je vais vous expliquer, selon moi, le rétablissement, l'historique du rétablissement, d'où ça vient, comment est né ce concept-là. Et après, on verra pour vous expliquer mon propre rétablissement aussi. Voilà, donc le rétablissement au niveau historique, donc c'est un concept qui part des mouvements des usagers, qui remonte au début des années 70 avec le mouvement des droits civiques revendiqué par les Noirs américains et les homosexuels. Donc on voit que ça vient d'un collectif, des personnes qui se sont regroupées pour faire savoir et faire connaître leurs revendications, exprimer sur ce quoi ils se battent avant tout, pour exister, pour faire avancer les mentalités. Donc voilà. Mouvement des usagers de la psychiatrie aux États-Unis, dont certains se faisaient appeler les survivors de la psychiatrie. Et l'apparition du sida, qui crée un mouvement aussi, ainsi que les groupes des alcooliques anonymes. Voilà. Donc ça part vraiment de membres, de groupes. C'est le rétablissement au niveau collectif, c'est-à-dire que c'est des gens qui se sont regroupés vraiment pour faire valoir leurs droits et surtout qu'on les entende. Voilà. Alors, quelques mots-clés sur le rétablissement. Bon, je pense que tous ces mots-clés, on les a déjà entendus depuis ce matin.
Donc, je ne vais pas revenir dessus plus précisément. Donc, le pouvoir d'agir, c'est-à-dire qu'on traduit le pouvoir d'agir par une notion qui s'appelle empowerment. Je ne sais pas si vous connaissez la notion d'empowerment. C'est un terme anglophone. On le traduit en français par le pouvoir d'agir. Donc, pouvoir d'agir, bien évidemment, de la personne. Retrouver un contrôle sur sa vie. Donc là, ce n'est plus la maladie qui va avoir le contrôle sur la personne, c'est la personne qui va avoir le contrôle sur sa maladie. Elle va essayer de gérer les difficultés, les obstacles liés à sa maladie. L'autodétermination, la personne définit elle-même son projet de vie. Donc la personne commence à comprendre qu'à un moment donné, il faut que les choses évoluent et il faut qu'il y ait un changement dans son parcours de vie. Donc l'autodétermination, c'est-à-dire que ça va être vraiment un concept fort pour se lancer dans le processus de rétablissement et de son projet de vie. S'appuyer sur les forces de la personne. Donc ça aussi, on a tous en nous des potentiels, des possibilités, des forces, des ressources. On les a en nous, mais on ne sait pas comment les utiliser. On ne sait pas comment, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça en fin de compte. Donc, il faut que la personne se rende compte, elle aussi, elle-même, qu'elle est capable d'avoir des forces. Voilà. On part du désir de la personne et de ses aspirations. Donc ça, on l'a dit depuis ce matin. Donc on part vraiment sur ce que la personne souhaite et veut à un instant présent. Abandonner les stéréotypes. Donc être malade, l'étiquette du diagnostic. Donc ça, c'est vraiment abandonner les stéréotypes que malheureusement la psychiatrie a posé une étiquette sur la personne, l'étiquette de schizophrénie, l'étiquette de bipolarité, l'étiquette d'alcoolique, l'étiquette de toxicomane. Donc ça c'est vraiment voilà, donc c'est l'étiquette de malade et aussi l'étiquette d'un diagnostic. C'est-à-dire que la personne n'est pas seulement, on ne réduit pas seulement la personne à un diagnostic. Nous sommes aussi des êtres humains, des individus avec des valeurs qu'il faut savoir exploiter. Donc, entraide entre pairs, bon, ça c'est mon activité principale, si on peut dire. Donc, l'entraide entre pairs, ça va consister aussi à écouter la personne, savoir ce qu'elle désire, savoir aussi comment elle souhaite organiser son cheminement de son processus de rétablissement, d'accord ? Et nous, les pairs, les travailleurs pairs, on va les aider, on va, si vous voulez, on va être des béquilles pour ces personnes-là. Ils vont se servir de nous pour faire du changement et pour faire du rétablissement. Retrouver l'estime de soi aussi. Donc ça, c'est très important que la personne retrouve sa dignité. Se retrouve un autre rôle que le rôle de malade, en fin de compte. Entreprendre des démarches. Donc, toute activité passe par des papiers administratifs, passe par des confrontations à des lieux difficilement accessibles. Donc, c'est justement aider et aller avec cette personne-là pour effectuer des démarches. Voilà. Et l'espoir aussi. L'espoir qui est synonyme d'énergie. Tant qu'on a de l'espoir, il y a de la vie, comme on dit. Donc, la notion d'espoir, que la personne sente que là, elle peut y arriver et qu'elle peut éventuellement changer le courant de sa vie. Alors, mon rétablissement. Alors, donc, j'ai un vécu à l'hôpital. Donc, j'ai été hospitalisée en 2009 dans un hôpital à Marseille. Donc, j'ai fait la réhabilitation psychosociale en 2010-2011. Donc, la réhabilitation psychosociale m'a énormément aidée. Énormément. On a trouvé le médicament, la bonne molécule. Et après, tout autour, on m'a proposé des ateliers de remédiation cognitive, c'est-à-dire des exercices pour refaire marcher les capacités cognitives de la personne. J'ai fait de la psychoéducation, c'est-à-dire de l'éducation à la maladie, éducation aux médicaments, éducation à gérer les symptômes de la maladie.
Et tous ces ateliers-là de la réhabilitation psychosociale m'ont appris à devenir un patient expert de ma maladie. C'est-à-dire, je ne suis plus... le médecin, il sait, nous, les patients, on ne sait pas. C'est vraiment, petit à petit, arriver à une relation d'égal à égal avec votre médecin. C'est-à-dire que le médecin, il a un savoir. Attention, je ne critique pas les médecins, excusez-moi. Non, je dis juste que... Excusez-moi. Je dis juste que les médecins, ils ont un savoir profane, savoir universitaire, un savoir propre à leur pratique professionnelle. Et l'usager, il a aussi un savoir, mine de rien. Rencontre avec un GM, un groupe d'entraide mutuelle de 2009 à 2012. Donc, après mon hospitalisation, j'ai fréquenté un GM à Marseille. Là aussi, pareil, processus de rétablissement. Mais à l'époque, je ne savais pas que je faisais du rétablissement. Je l'ai su une fois que j'étais professionnelle de santé. Donc, là, pareil aussi, des activités, des sorties au cinéma, au restaurant, avoir un contact avec les autres, se resocialiser, faire des activités, sortir de la maison, voir du monde, parler. Voilà, donc tout ça, ça m'a beaucoup apporté. Donc, soutien de ma famille, évidemment. La famille, c'est très important. Et la mienne, elle m'a beaucoup soutenue et elle m'a beaucoup apporté. Donc, à un moment donné, j'ai voulu recommencer à avoir une activité professionnelle. Je commençais à être stabilisée depuis 1 an ou 2. Et j'ai pensé au bénévolat. Pour recommencer petit à petit à retrouver une activité. Donc, j'ai fait du bénévolat auprès du Secours populaire et au Secours catholique. J'ai fait du secrétariat. Donc là, toujours pareil, se sentir utile, retrouver une confiance en soi-même. Se sentir qu'on est capable de faire des choses. Même si c'est minime, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'on s'y retrouve dans notre cheminement de changement. Et trouver un logement, alors ça a été pour moi la grande nouveauté, puisque j'étais chez papa-maman là depuis quelques années, j'étais un peu chez mes parents, et j'ai sauté le pas, et j'ai pris des risques. Comme on a dit ce matin, on prend des risques. On sort de sa zone de confort. Mais si on ne prend pas de risques, on ne peut pas savoir. Donc il faut essayer les choses. Même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On essaye. Et moi, ça a été positif pour moi. Embauchée en tant que médiatrice de santé. On va rentrer dans le détail. Alors, donc, retour à une activité professionnelle en tant que médiatrice de santé. Donc, comment je suis devenue médiatrice de santé ? D'abord, il faut parler au niveau de l'appellation. Dans les pays anglophones, on nous appelle les peer workers, les travailleurs pairs. Ici, en France, on nous a trouvé notre appellation, les médiateurs de santé en santé mentale pairs. D'accord ? C'est juste un changement d'appellation. Mais sinon, le concept et les gens, on est tous pareils, quoi. Alors, donc, j'ai passé un premier entretien avec 3 organismes que vous devez connaître. Le CCOMS, l'Organisation mondiale de la santé de Lille, l'ARS et la FNAPSI. J'ai passé un premier entretien que j'ai réussi. Avant de continuer, je voudrais juste vous préciser que c'est ma psychologue qui m'a informé qu'il y aurait un programme qui s'appelle Médiateur de santé pair et qui, en ce moment, il recrutait des gens avec un profil d'ex-malade ou de malade en cours de rétablissement. Donc, je correspondais à ce profil-là. Le premier entretien a été réussi. Le deuxième entretien à l'hôpital Val-Vert a été réussi. Et me voilà embauchée en tant que médiatrice. Donc, j'ai été retenue en 2012 à Val-Vert et j'ai commencé la formation médiateur de santé, médiatrice de santé. Malheureusement, fin de contrat avec Val-Vert en décembre et je débute avec une nouvelle équipe qui s'appelle l'équipe Mars en 2014. Donc, l'équipe Mars, pour vous expliquer en 2 mots, on n'aura pas le temps là, de développer ce qu'on fait, c'est un mouvement d'action pour le rétablissement sanitaire et social.
C'est-à-dire que nous travaillons avec la philosophie du rétablissement. Nous travaillons avec des personnes qui sont dans la rue. On fait des maraudes. On va voir les gens dans la rue. Il faut 2 conditions pour être suivi à Mars: avoir vécu la rue et avoir un trouble psychique sévère. Voilà. Donc, la médiation, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai dit depuis tout à l'heure, avoir été patiente en psychiatrie et avoir pratiqué le rétablissement. Cette expérience en tant qu'usagère m'a permis de développer un savoir expérientiel que j'utilise pour accompagner mes pairs. Parler, partager mon vécu de patiente. Mon savoir expérientiel est mon outil de travail. Ne pas avoir été dans un service où on a été soigné. Ça, c'est super important. Si un jour, vous voulez avoir des médiateurs dans vos établissements de santé, il faut faire vraiment gaffe à ce que le médiateur ne se retrouve pas dans l'équipe qu'il a soigné. Dans l'équipe où il a été pris en charge. Alors, comment j'aide les usagers? Comment j'aide les personnes? Alors, j'anime différents groupes, des groupes de parole, au sein d'un hôpital de Marseille. Je peux le dire, hein, c'est Sainte-Marguerite. Voilà. Donc, des groupes thématiques, c'est-à-dire que là, je vais imposer un thème, un sujet aux participants, et des groupes communautaires, plus un groupe d'entendeurs de voix. Donc, ces réunions-là, je les fais en intra-hospitalier. Donc, ce sont des groupes qui permettent à la personne d'en savoir plus sur les rechutes, sur le rapport avec le médecin, sur la bipolarité, la schizophrénie, sur, qu'est-ce aussi que je fais comme thème, les diagnostics psychiatriques, les urgences psychiatriques. Voilà, je leur propose un panel de thèmes et on échange, on parle, on raconte notre propre expérience sur, à un moment donné, ce qui nous est arrivé. Donc, pratiquer l'écoute active, être disponible, avoir une présence physique, exploiter les potentiels des personnes, voilà, leurs forces, partir de leur désir, leur aspiration. J'ai participé aux consultations médicales avec les psychiatres. Je donne mon avis à propos de certains patients. Je participe aux réunions cliniques avec l'équipe médicale. Je redonne de l'espoir aux personnes. Il est important de signaler aux personnes qui sont capables de faire des choses. Je travaille sur le projet de vie des personnes en lien avec les équipes soignantes, logement, retour au logement, médicaments, travailler avec les familles, prendre des cours de français, aide de retour à l'emploi, Working First. Le rétablissement, c'est un processus personnel où la personne va exploiter ses forces. D'accord? Cela part d'un désir, d'une aspiration de la personne. C'est subjectif. Attention, mon rétablissement, ça ne va pas être le même que mon voisin. Donc, chacun va construire son propre processus de rétablissement. Garder et avoir de l'espoir. Il faut croire aux personnes. Il faut croire aux gens. Même si ça met du temps, même si ce n'est pas le moment pour la personne, il faut avoir de l'espoir et croire en la personne. Mon savoir expérientiel, qui est mon outil de travail, mon passé et mon expérience de la maladie, me permet d'entrer en contact avec les usagers, partage d'expériences. Je sers de modèle d'identification. Je crée un lien de confiance avec les personnes. Je suis la preuve que l'on peut s'en sortir. Merci.